En 1929, des années de dette incontrôlée et alimentées par la spéculation sur les actions des entreprises ont pris fin avec le pire crash économique de l'histoire. En 2001, des années de dette incontrôlée et alimentées par la spéculation sur le secteur technologique qui allait révolutionner l'avenir ont pris fin lorsque la plupart des entreprises se sont révélées sans aucune valeur. Et en 2008, des années de dette alimentées par des emprunteurs qui voulaient juste investir dans des propriétés dépassant leur capacité de remboursement. Et les banquiers étaient plus que prêts à financer ces demandes irresponsables. Encore une fois, tout s'est écroulé lorsque certains ont réalisé que tout ce qui soutenait cette spéculation et croissance était basé sur de la foutaise. Voici une graphique de la crise financière de 2008. En 517 jours, la bourse a chuté de plus de 56%. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, leur maison et leur épargne. Ce fut la pire période pour l'économie mondiale depuis la Grande Dépression. Mais maintenant, ce qui semble être le pire effondrement économique de l'histoire est en route. Soyez prévenus. C'est l'effondrement économique de 2020. Jusqu'à présent, en seulement 21 jours, le marché a chuté d'environ 20%. Aux États-Unis, 7,14 millions de personnes se sont inscrits au chômage. En France, on est à 3,6 millions de chômeurs partiels. En 2009, au plus fort de la crise du marché du travail, les pics mensuels de salariés au chômage partiel n'avaient pas dépassé les 300 000 chômeurs. Et nous sommes peut-être sur la pire pente économique de notre époque. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Et à quoi pouvons-nous nous attendre pour l'avenir? Commençons par la première partie. La première chose est que, vous ne pouvez plus l'ignorer, il y a une maladie mondiale qui circule et qui préoccupe beaucoup de pays. Elle touche de manière disproportionnée les personnes âgées et celles qui ont une santé fragilisée, mais également quelques jeunes. Et pour l'instant, on ignore pourquoi. Au départ, lorsque la maladie a fait sa première apparition en Chine, elle a poussé le gouvernement chinois à fermer son secteur industriel, afin de lutter contre la propagation du virus. Le problème aurait été résolu si un tiers des produits dans le monde n'avaient pas été fabriqués en Chine. Vous voyez, la Chine est de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Donc quand la Chine connaît des retards de production, l'économie mondiale entière connaît aussi des retards. Ainsi, en raison de ce ralentissement de la chaîne d'approvisionnement, nous avons vu de nombreuses grandes entreprises connaître un ralentissement de leurs ventes et de leurs revenus. Et c'est logique, car si vous n'avez pas de produits à vendre, vous ne pouvez pas faire de bénéfices. Et cet effet économique se propage comme le Covid dans une école maternelle. Si les constructeurs automobiles voient leurs ventes et leurs revenus chuter, il en va de même pour les fournisseurs. Et si les fournisseurs constatent une baisse de leurs recettes, il en va de même pour les industries de matières premières qui travaillent avec ces fournisseurs. Et cet effet se répercute sur toutes les autres entreprises qui sont liées à l'industrie automobile. Et que se passe-t-il lorsque une entreprise voit ses ventes ou son chiffre d'affaires baisser? Eh bien, des licenciements, des faillites. Cela entraînera un taux de chômage plus élevé, ce qui entraînera une diminution des achats des consommateurs, ce qui entraînera une diminution des ventes des entreprises. Et le cycle se poursuit jusqu'à ce que l'économie atteigne un point bas comme la Grande Récession ou la Grande Dépression. Bien que des pays essayent de freiner l'effet avec le chômage partiel. Et mon exemple s'inspire de l'industrie automobile. Mais cette baisse des ventes s'applique à pratiquement toutes les autres industries du monde, sauf l'industrie du PQ. Il n'y a pas de pénurie de PQ. Il y a juste trop de trous du cul dans ce monde. Au moment de la réalisation de cette vidéo, nous venons de vivre une baisse de 72% du marché automobile en un mois. Et en ce même mois de mars 2020, les actions mondiales ont connu une baisse d'au moins 25%. Cela a été parmi les plus grandes chutes dans l'histoire américaine et européenne. Cette crise semble différente de la crise de 1929, de 2001 et de 2008, car les autres ont été causées par des mauvais investissements et de la spéculation. Et la crise actuelle semble être causée par un ennemi invisible, et pas humain. Cependant, détrompez-vous. Le Covid n'est qu'une excuse pour les gouvernements, les grosses entreprises et les gros investisseurs de se débarrasser de leur culpabilité à l'origine de cette crise économique. Bien sûr, ils ne savaient pas que le Covid arrivait, et donc la crise n'est pas totalement de leur faute. Mais comprenez bien deux choses. Les mesures de confinement prises par les gouvernements du monde entier au cours de ces dernières semaines vont conduire à une récession économique. Cette récession n'a pas été causée par ces mesures paralysantes. Il a fallu beaucoup plus de temps pour une bulle spéculative d'exister. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une même bulle spéculative alimentée par la dette que celui qui a été créé au bord de toutes les autres récessions économiques. La seule différence est que cette fois-ci, la bulle s'est percée par une cause externe,
le Covid, et pas par nous-mêmes. Mais c'est bien nous qui avons gonflé la bulle. Ce qui est encore pire, c'est que contrairement à toutes les autres récessions économiques de l'histoire moderne, les gouvernements n'agissent pas exclusivement pour rectifier le problème économique. Cette fois-ci, ils doivent trouver un équilibre entre leur réponse à l'économie et leur réponse à la santé publique. Et trop souvent, ces deux actions sont vues comme incompatibles. Quelles sont donc les réelles raisons qui ont mené à cette crise et comment sommes-nous destinés à répéter ces erreurs, tout comme en 1929, 2001 et 2008? Comme pour beaucoup de questions financières, tout commence par l'endettement. La dette est un problème auquel nous avons presque tous fait face ou ferons face dans notre vie. Nous empruntons pour acheter des maisons, des voitures, des bateaux, de nouveaux écrans plats et même pour financer des études. Il existe deux grandes catégories de dettes, les bonnes et les mauvaises créances. Les créances douteuses sont exactement ce à quoi on peut s'attendre. Bien évidemment, si vous accumulez une dette en achetant une costume de Stormtrooper ou une sac à main de designer, vous allez être confronté à des taux d'intérêt très élevés. De plus, la valeur de ces objets est dépréciative. Plus le temps s'écoule, plus la valeur de ces objets chute, sauf quelques exceptions. Une bonne créance est un peu différente de cela. Si vous empruntez de l'argent pour acheter une maison ou si vous contractez un prêt étudiant pour obtenir une éducation adéquate dans un secteur en croissance, il est probable que vous gagnerez plus d'argent à long terme que vous n'aurez pu le faire sans ce prêt. De nos jours, un prêt immobilier peut avoir un taux d'intérêt d'environ 2%, voire moins. Et le but de cet investissement est que la valeur de cette propriété dépasse le taux d'intérêt payé, ce qui signifie que vous en tirerez profit sur le long terme. Les grandes institutions font également ce type de prêts. Les gouvernements du monde entier se sont endettés de plus en plus pour assurer leur budget afin d'assurer la prospérité de leur économie à court terme, dans l'espoir que cette croissance économique dépasse les remboursements des dettes. Et ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que les entreprises se sont trouvées de plus en plus dépendantes de ces emprunts. L'endettement des entreprises a toujours été considéré comme la forme de créance idéale. La raison en serait que les entreprises sont en fin de compte des organisations à but lucratif. Et on suppose qu'elles ne s'endetteraient jamais si leurs frais d'intérêt étaient supérieurs aux profits supplémentaires qu'elles réaliseraient en s'endettant. Pour le dire d'une manière moins confuse, prenons l'exemple suivant. Si une entreprise peut emprunter 100 millions de dollars pour construire une chaîne d'approvisionnement automatisée qui lui permettra d'économiser 10 millions de dollars par an en frais de personnel et que le remboursement sur cette chaîne ne serait que de 5 millions de dollars par an, alors vous constaterez qu'il s'agit d'une décision économique prudente de l'entreprise et l'entreprise opterait pour ce prêt. Donc cette hypothèse, selon laquelle les entreprises sont toujours extrêmement prudentes dans leurs emprunts, a fait que la plupart des économistes ne voient pas de problème dans le niveau d'endettement des entreprises. Aujourd'hui, dans de nombreuses écoles et universités du monde entier, un niveau élevé d'endettement des entreprises est considéré comme une très bonne chose, car il témoigne d'un secteur commercial fort et qui prospère et qui a la capacité de se développer rapidement. Dans l'ensemble, c'est plutôt vrai. La plupart des entreprises sont des créanciers extrêmement responsables. Mais il faut se rappeler qu'en 2007, les gens vous auraient dit que tous les prêts immobiliers étaient la forme ultime de bonne dette et que tout le monde les rembourserait. Cependant, la tendance actuelle est à la croissance du nombre de prêts aux entreprises, car les taux d'intérêt restent à des niveaux historiquement bas, mais la réglementation relative aux prêts hypothécaires est devenue beaucoup plus stricte. La progression des prêts aux entreprises est étrangement similaire à celle des prêts hypothécaires du début des années 2000 jusqu'à dans l'ombre de la crise hypothécaire de 2008. Les banques et les institutions financières se sont d'abord penchées sur les emprunteurs très fiables. Ils offraient un financement de projets à des entreprises rentables, qui pouvaient facilement se permettre de rembourser les prêts, même sur des périodes courtes. Ces financements étaient fournis par des obligations d'entreprise ou simplement par des accords privés conclus avec des banques du monde entier. C'était extrêmement rentable pour ces banques, surtout si l'on prend en compte le fait qu'elles pouvaient obtenir des liquidités auprès de leur banque centrale, parfois même à des taux d'intérêt négatifs, pour ensuite le transférer aux entreprises et empocher la différence. On leur donnait de l'argent pour donner de l'argent aux entreprises. Cependant, comme pour les prêts hypothécaires en 2008, l'offre de ce type de prêt a rapidement dépassé la demande réelle des entreprises. Les banques, les investisseurs et les institutions financières ont donc commencé à racler le fond du tiroir, allant d'un prêt à des entreprises très réputées et rentables, jusqu'à accorder un prêt à toute personne ayant une société enregistrée, quelles que soient ses qualifications.
ou même encore de faire des emprunts à des entreprises très responsables, mais qui avaient une spéculation forte. Des prêts ultra faciles à obtenir avec des intérêts extrêmement faibles, les entreprises n'ont pas cessé de s'entêter de plus en plus. Et comme les entreprises sont des organisations à but lucratif, leurs dettes faisaient preuve de leur potentiel et attiraient encore plus d'investisseurs. Ainsi, la majorité des dettes des entreprises aux États-Unis sont classées triple B, un classement pour la foutaise, pour des emprunts qui ne valent rien, où il y a un risque énorme. Rien que dans la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient, S&P Global Ratings estime que le montant total des dettes triple B en circulation a bondi de 80% depuis 2007, pour atteindre 2200 milliards d'euros. Pour le comparer, le PIB de l'Union européenne n'est que 15 330 milliards d'euros, selon Eurostat. Donc un bon pourcentage du PIB de l'Union européenne est fondé sur de la merde. Donc cette hypothèse, selon laquelle la dette des entreprises est toujours une bonne dette et non un risque pour l'économie, n'est pas quelque chose sur laquelle nous pouvons compter. Les dettes des entreprises à cette ampleur sont plutôt incongrues. Et si vous ajoutez à cela un autre obstacle, un arrêt de l'activité à l'échelle nationale qui provoque une interruption des flux d'entrée et de sortie d'argent, même pendant que quelques jours, alors vous allez avoir la recette parfaite pour un désastre. Et ces dettes ne sont plus qu'excessives aux entreprises. Tout comme la crise de 2008 avec les hypothèques, ce montant de mauvaises créances se répand. Il se répand dans toute l'économie mondiale. La créance est dépensée, une somme d'argent est versée à une autre entreprise ou une autre personne, qui à son tour va payer ses salariés ou ses propres dettes. Ainsi, la foutaise s'est répandue partout. Cette crise économique risque d'être particulièrement difficile à combattre. En effet, il est également devenu évident qu'il s'agira du ralentissement économique le plus agressif de l'histoire contemporaine. Nous sommes confrontés à un double choc. Un choc économique qui a des répercussions très immédiates sur l'emploi et les entreprises sur toute la Terre, et un choc d'ordre de la santé publique. La crise économique de 2008 a été une crise de dette causée par le fait que les banques ont laissé les gens emprunter plus d'argent qu'ils ne pouvaient se le permettre pour acheter des maisons. La crise économique de 2020 est une crise de dette due aux banques qui ont laissé les entreprises et les particuliers emprunter plus d'argent qu'ils ne pouvaient se le permettre. Tôt ou tard, la crise aura eu lieu, car les entreprises et les particuliers étaient tout prêts de ne pas pouvoir rembourser leurs dettes d'un jour à l'autre. Mais elle vient d'être déclenchée par le corona. Une économie paralysée au niveau macroéconomique ne semble pas être une si mauvaise chose que ça. Les choses pourraient théoriquement s'arrêter relativement paisiblement, si chaque pays était d'accord avec cela, et que chaque entreprise payait ses obligations un peu plus tard. Et bien sûr, ce n'est pas l'idéal, mais c'est loin d'être aussi mauvais que ce qui se passera réellement, car l'argent de ces dettes pourries se sont répandus dans tous les coins de notre économie. Cependant, au niveau microéconomique, les gens ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler aujourd'hui, faute de pouvoir payer leur loyer la semaine prochaine. Les propriétaires ne peuvent pas se permettre de ne pas réclamer le prochain loyer, car ils doivent payer le prêt immobilier à la fin du mois. Et les banques ne peuvent pas se permettre d'interrompre les prêts immobiliers parce qu'elles auront les mêmes problèmes de liquidité qu'il y a 12 ans. Il en va de même pour les entreprises qui ne peuvent pas se permettre de fermer parce qu'elles ne seront pas en mesure de payer leurs frais fixes et leurs dettes. Même s'ils n'ont pas de salaire à payer, ils ont des obligations à la fin du mois. Ils forceront donc les employés à télétravailler malgré le chômage partiel de déclaré. Il n'y a vraiment aucune flexibilité dans cette chaîne. Étant donné le niveau d'endettement actuel, tout le monde doit de l'argent à quelqu'un, et personne ne peut arrêter d'essayer de récupérer ses sous à cause de cela. Le fait que nous n'ayons pas beaucoup changé notre système financier et que les actions qui ont provoqué la crise en 2008 ont depuis été la norme pour les dettes des entreprises, a aggravé la fragilité du système. Alors, quelles sont les actions qu'on puisse mener contre la crise ? En ce moment même, les gouvernements du monde entier ont tenté d'atténuer ce problème en adoptant des mesures de relance budgétaire colossales. Les États-Unis sont sur le point d'adopter la plus grande mesure de relance gouvernementale de leur histoire. La Banque centrale européenne rachète 750 milliards d'euros de dettes contractées par les pays et les entreprises, ce qui permet au gouvernement de mettre en place d'énormes programmes de sécurité financière. Enfin, ça veut juste dire qu'ils impriment 750 milliards d'euros et qu'ils le donnent contre des obligations aux États. Cet énorme afflux de liquidités a pour but de créer assez d'argent pour que les personnes et les entreprises puissent continuer à payer leurs dettes et leurs factures, afin qu'aucun maillon dans la chaîne de la dette se casse.
Il faut également espérer que cela aura pour effet secondaire de permettre aux gens de continuer à payer leur loyer et hypothèque et ne pas avoir à dormir dans la rue. Mais cela dépend du type de programme que les gouvernements mettent en place et de leurs priorités. Mais au niveau macroéconomique, ce n'est peut-être pas la solution miracle dont nous avons besoin, en raison d'un phénomène connu sous le nom d'effet d'éviction. L'éviction est l'une des choses effrayantes auxquelles les gouvernements doivent faire face lorsqu'ils se trouvent dans une crise économique. La réponse logique à ce type de récession est d'aider les personnes touchées par un plan de relance à s'assurer que leurs besoins sont pris en compte. Mais surtout, pour qu'ils restent de bons petits consommateurs et que l'économie continue de tourner. Bien entendu, cela coûte beaucoup d'argent au gouvernement, qui devrait normalement lever par le biais des impôts. Mais la dernière chose qu'un gouvernement souhaite faire dans une période comme celle-ci est de taxer davantage les gens, car cela va à l'encontre de l'objectif premier d'une relance. Il se contente donc d'emprunter l'argent en émettant des obligations d'État. Ces obligations d'État sont principalement rachetées par des institutions ou des entreprises qui cherchent à obtenir un bon rendement sans risque en ces temps incertains. Cela permet au gouvernement de dépenser massivement tout en évitant de faire financer cette générosité par le pauvre vieux payeur des impôts. Le problème cependant est que cela absorbe une grande partie des liquidités sur le marché. En effet, il arrive parfois que les gouvernements fassent une demande énorme de liquidités dans un laps de temps très court, ce qui leur permet de réunir des centaines de milliards de dollars, mais qui ne laisse absolument aucun marge de manœuvre aux entreprises ou aux ménages. Si une grande banque vient de dépenser 10 milliards de dollars pour acheter des obligations de l'État, il ne lui restera pas grand-chose pour financer les prêts légèrement plus risqués, comme les prêts immobiliers ou les prêts aux entreprises. C'est ce que nous entendons par l'effet d'éviction. Par l'achat de prêts de l'État fiables et attirantes, il ne reste plus d'argent pour des prêts dans le privé ou aux contribuables. Et lorsque des marchés comme celui du logement et celui des entreprises qui ont été soutenus par la dette pendant des décennies se retrouvent soudainement exclus de ce nouveau flux d'argent en circulation, ils s'effondrent. C'est comme frapper son petit frère sur son épaule pour qu'il arrête de pleurer parce qu'il a mal aux pieds. Tu n'as fait que déplacer le problème. Donc ce que les pays vont faire en parallèle, c'est prendre ces mesures et d'imprimer le plus d'argent. C'est ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. L'assouplissement quantitatif n'est qu'une façon chic de dire qu'on introduit une tonne de monnaie dans l'économie en imprimant de plus en plus à la banque centrale. Cela signifie que les institutions financières sont en mesure d'accumuler rapidement plus de liquidités et, grâce à leur nouvelle richesse, elles peuvent accorder des prêts au gouvernement ainsi qu'aux emprunteurs habituels. Ce qui nous permet de maintenir l'ensemble du système et d'éviter le problème d'éviction que nous avons vu plus tôt. C'est donc une belle idée. Le gouvernement peut alors financer ces mesures de relance sans que cela n'ait d'impact sur les contribuables à travers d'impôts et sans limiter la capacité des gens à obtenir un prêt. C'est trop beau pour être vrai. Il y a toujours quelqu'un qui va payer. Alors qui paye cette fois-ci la facture? Dans ce cas, ce sont les personnes et les entreprises qui étaient restées responsables et qui n'avaient pas de dette et qui avaient un peu d'argent sur leur compte bancaire pour être en sécurité pour les fins de mois un peu trop serrées. Comme de plus en plus d'argent liquide est introduit dans l'économie, les épargnants sont touchés par des taux d'inflation plus élevés, ce qui ronge la véritable valeur de leur épargne. Pour autant qu'il n'y a pas de sortie directe de leur portefeuille, ce sont eux qui financent indirectement cet afflux de liquidités. Le pouvoir d'achat risque donc de baisser pour ces personnes. La réponse de la communauté financière à la crise est « fuck les épargnants ». Ils auraient dû dépenser et s'endetter massivement pour être des bons petits consommateurs. Notre économie dépend de la consommation et des dépenses et les épargnants ne font pas leur part pour y contribuer. Et d'une certaine manière, ils ont en quelque sorte raison. Mais il est encore assez injuste que les membres les plus prudents de notre société supportent en quelque sorte le fardeau des mauvaises décisions de prêt des banques. Et que les responsables de la crise, ceux qui sont endettés massivement, déclenchent cette situation, reçoivent le plus d'aide de l'État, comme en 2008. Pour comble de malheur, une inflation maîtrisée comme celle-là est en fait très intéressant pour les détenteurs de dettes. Supposons que quelqu'un emprunte 10 millions d'euros pour acheter une usine de 11 millions. Il dispose d'1 million de fonds propres et au fil du temps, il en rembourse 10 millions. Mais le gouvernement et son banque centrale arrivent et lancent l'imprimante à billets et triplent la masse monétaire en une décennie.
Cela transforme une usine de 11 millions de dollars en une usine de 33 millions de dollars au fil du temps. Car il y a 3 fois plus d'argent, mais pas 3 fois plus d'usines ou de marchandises de cette usine. Le propriétaire de l'usine a donc multiplié par 33 sa quote-part. 1 million est donc devenu 33 millions de dollars. Et cela sans aucune valeur ajoutée pour l'économie. En fait, la valeur réelle de cette usine n'a pas du tout augmenté. C'est simplement parce que sa position d'endettement a été érodée par l'inflation. Pour être honnête, les choses sont un peu plus complexes que cela. Mais le fait est que les vrais grands gagnants dans une crise comme celle-ci seront toujours les personnes qui ont beaucoup de dettes et qui peuvent rester solvables. Ce sont généralement les grosses entreprises et banques. Et même si elles ne restent pas solvables, en raison de leur forte position dans l'économie et sur le marché de l'emploi, les gouvernements n'hésitent pas à les aider et à couvrir leurs problèmes de solvabilité. J'ai plus de 10 000 de travailleurs, vous ne voulez quand même pas qu'ils perdent leur emploi et pensent que c'est de votre faute, monsieur le président. Et une fois de plus, les grandes entreprises qui ont créé la plus grande partie de ces dettes et les banques qui ont permis à ces dettes d'exister, en premier lieu, vont utiliser cela comme une opportunité de s'enrichir. Tout comme après la crise de 2008, les personnes qui se trouvent dans la moitié inférieure de l'échelle des revenus s'appauvriront, car c'est la population qui a le moins de dettes. Et quand ils ont des dettes, c'est souvent pour aider avec les fins de mois. Ou qui essayent de mettre un peu d'épargne de côté pour les moments difficiles. La crise de 2020 fera de même. Alors que les 500 personnes les plus riches ont ajouté des milliards de dollars depuis la crise de 2008, dont 1,2 milliard de dollars pour la seule année 2019, Jeff Bezos, le plus riche d'entre eux, ose demander des dons pour payer le congé de maladie de ses employés. Et notre bien-aimé Bernard Arnault et LVMH ont annoncé que 2 de leurs usines allaient se lancer dans la production de gel hydroalcoolique pour remédier à cette situation du Covid. Que c'est gentil de leur part. Mais ne soyons pas naïfs. Ils ont participé à la bulle de la dette et grâce à l'optimisation fiscale, ils ont évité de payer des milliards d'euros d'impôts dont une partie aurait financé les hôpitaux. Et donc peut-être il y aurait eu plus de lits disponibles pour les malades. Et qui aurait certainement aidé dans cette situation aussi, voire même plus qu'un peu de gel hydroalcoolique. Enfin, lorsque le système mis en place pour faire face à une crise encourage activement les personnes à adopter le type de comportement qui est à l'origine de la crise même, il est facile de comprendre pourquoi nous sommes dans la même situation environ tous les 10 ans. Malheureusement à ce stade, l'avenir n'est qu'une spéculation, et les personnes qui prédisent que ce sera la prochaine grande dépression peuvent sembler tout aussi ridicules que ceux qui ont dit il y a 3 mois que le Covid ne nous empêcherait pas de sortir dans les bars. Ce qui est sûr, cependant, c'est que ce sera un ralentissement économique créé par la cupidité. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de notre responsabilité de ce désastre, et dire que c'est la faute de circonstances qui échappent à notre contrôle. Parce que la vérité, c'est que les individus, les banques, et les entreprises sont devenus cupides et se sont mis dans des situations précaires qui leur exploseraient au visage avec le moindre perturbation incontrôlée. Et si nous ne changeons pas le fonctionnement de notre système économique, cela se reproduira. Et la prochaine bulle n'aura pas besoin d'une excuse comme le virus pour s'éclater.